Le 27 octobre, Kiev et Odessa ont été frappés par une puissante tempête. Poutine a donné 72 heures. Certains écrivent qu'il n'y a pas eu d'attaque de cette ampleur depuis longtemps. De tous côtés, on entend parler de puissantes arrivées, de frappes de représailles et d'une nouvelle vague d'escalade. Selon des sources non officielles, des entrepôts et des installations énergétiques ont pris feu dans différentes régions. Et même si l'on en croit les chaînes proches des analystes militaires, plusieurs centrales thermiques et hydroélectriques ont été touchées. Kiev et Odessa se sont retrouvés au centre de l'événement. Des informations ont fait surface selon lesquelles, outre les infrastructures, des installations militaires, des entrepôts de matériel, un aérodrome et même un certain bunker secret lié à la présence de spécialistes des pays de l'OTAN avaient été touchés. Des sources clandestines ont écrit que c'est là que des militaires se trouvaient prétendument au moment de l'attaque. On ne sait pas encore si c'est vrai, mais les discussions sur les réseaux sont nombreuses. Le port d'Ismaïl a été particulièrement touché. On dit que des groupes de mercenaires étrangers y ont été détruits. L'endroit est stratégiquement important. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit devenu l'une des cibles. Selon les rumeurs, 8 frappes puissantes y ont été enregistrées. Cette nuit a été sans exagération une épreuve pour le système de défense aérienne ukrainien. Même les médias ukrainiens reconnaissent que le nombre de moyens d'attaque était colossal. On dit que la défense aérienne a fonctionné, mais qu'elle n'a pas réussi à abattre tout. Les frappes ont touché des points énergétiques clés et des installations militaires. Et c'est ce qui a provoqué des incendies d'une telle ampleur. Dans la capitale, des frappes directes. Il est rapporté qu'un violent incendie s'est déclaré dans la région de la centrale thermique NDG5. Le feu était visible de loin et les gens publiaient des images des flammes s'échappant dans le ciel nocturne. Plusieurs autres arrivées, selon les premières informations, ont eu lieu dans la région de la centrale thermique NDG6. En outre, l'usine de Zuliani a également été touchée, celle-là même où, selon les rumeurs, on fabriquait des moteurs pour drones. Un commentateur bien connu, Oleg Tsarev, a écrit sur sa chaîne qu'un camp d'entraînement près de l'aéroport de Borispil avait également été touché. Si l'on en croit ses dires, l'attaque était combinée. D'abord des drones, puis des missiles. Pendant ce temps, des frappes ont également eu lieu dans d'autres régions. Dans la région de Poltava, des installations pétrolières et gazières ont été touchées. À Kremenchuk, une frappe a touché la région de la centrale hydroélectrique. Dans la région de Zaporizhia, selon les informations, l'un des systèmes de défense aérienne a été détruit, ainsi qu'un aérodrome qui, selon les affirmations, était utilisé pour lancer des drones. Tout cela s'est produit presque simultanément. En fait, il s'agissait d'une série massive de frappes dans tout le pays. Selon les mêmes sources, les cibles pourraient être des entrepôts de munitions, des dépôts de carburant et même du matériel roulant, des trains transportant des armes. Il est à noter que dans la région d'Odessa, les frappes visaient précisément les infrastructures portuaires, apparemment dans le but de perturber la logistique et les approvisionnements maritimes. Et alors que la fumée au-dessus des villes commençait à peine à se dissiper, les premiers commentaires ont afflué sur le réseau. Zelensky, selon les écrits, était furieux, surtout après avoir calculé l'ampleur approximative de l'attaque nocturne. Selon lui, plus d'une centaine de drones ont été lancés sur le territoire ukrainien en une journée et environ 1200 en une semaine. De plus, des missiles et des bombes aériennes guidées ont été utilisés. L'ampleur est énorme et cela a bien sûr suscité une tempête de discussions. Certains analystes ont déjà qualifié tout ce qui se passe de début d'une nouvelle phase, une opération de choc. D'autres, au contraire, ont appelé à ne pas se précipiter avec de grands mots. Ils disent qu'il est trop tôt pour parler de quelque chose d'important tant qu'il n'y a pas une image complète. Le ministère russe de la Défense, comme d'habitude, a annoncé sa liste de cibles. Installations énergétiques, production de drones, entrepôts, points de déploiement temporaire de militaires et convois ferroviaires. Tout cela s'inscrit dans la logique d'une tactique de frappe sur les infrastructures. Selon les données du même Lebedev, pas moins de 30 épisodes d'explosés, des épisodes d'explosion ont été enregistrés rien que cette nuit dans 6 à 7 régions.
À Kiev, selon lui, les frappes ont visé les sous-stations et les entrepôts d'approvisionnement en énergie, à Odessa, les réserves de carburant et les ports. Il a également noté que la tactique des vagues ponctuelles reste inchangée. D'abord une série de frappes de reconnaissance, puis une correction et une nouvelle vague. Selon lui, le système de défense aérienne de Kiev est surchargé et la Russie mise sur l'épuisement des ressources et des réserves énergétiques de l'ennemi. Dans les prochains jours, on s'attend à ce que cela continue. Prévision de 24 à 72 heures. Kiev, Soumy, Tchernihiv et Dnipropetrovsk figurent sur la liste des directions possibles. Et comme d'habitude, les attaques pourraient être combinées, drones, missiles, munitions guidées. Dans les rapports clandestins, on écrivait laconiquement « maintenir l'attention sur la logistique et les ports, frapper les points où l'effet est simple, maximal », c'est-à-dire les mêmes cibles, carburant, chemin de fer, quai. Dans la région d'Odessa, des entrepôts portuaires et des infrastructures liées au carburant ont été touchés. Là où se trouvaient auparavant des citernes et des barils, il ne reste plus que des carcasses calcinées. Des messages sont apparus dans les mêmes médias indiquant que certaines frappes avaient touché des entrepôts de carburant. L'une des citernes a pris feu à la suite de la frappe et il a fallu plusieurs heures pour éteindre l'incendie. Tout cela s'est accompagné d'un travail actif de la défense aérienne. Le ciel était littéralement parsemé de traînées. Les gens filmaient des éclairs et des traînées de missiles au-dessus des maisons. Les sources ukrainiennes ont ensuite rapporté qu'une partie des cibles avait été abattue, mais pas toutes. Le nombre de drones et de missiles était, semble-t-il, trop important. Dans certains endroits, les systèmes de défense aérienne ont fonctionné, mais leur efficacité, comme l'ont noté les analystes, diminue lorsque les attaques de surcos se font par vagues. C'est comme aux échecs, une pièce est repoussée et la suivante perce déjà la ligne de défense. C'est ainsi que l'on a décrit la nuit passée. Du côté des sources militaires russes, on entendait la formulation habituelle « frappe sur les installations militaires et énergétiques de l'ennemi ». Tout entrait dans cette catégorie, comme toujours, des entrepôts et ateliers aux nœuds ferroviaires. Mais même si l'on met de côté la propagande et les émotions, le fait est là. La série de frappes a été vraiment importante, le cas de la région de Poltava, où une attaque a touché des installations de l'industrie pétrolière et gazière, est particulièrement remarquable. Selon des témoins oculaires, plusieurs réservoirs de carburant ont brûlé après l'explosion. La fumée était si dense qu'elle était visible à des dizaines de kilomètres. Kremenchuk, à son tour, a également été touché. Là, une frappe a touché la région de la centrale hydroélectrique. Cela n'a été commenté officiellement d'aucune manière, mais dans les médias locaux, les gens ont écrit à propos d'un grondement qui faisait vibrer les oreilles. Dans la région de Zaporijjia, selon les informations des coordinateurs clandestins, les frappes ont visé les positions de la défense aérienne et l'aérodrome qui était utilisé pour les départs de drones. La nuit, des dizaines de traînées de feu ont été vues dans le ciel et il s'agissait clairement d'une alerte non simulée. Le port d'Odessa, comme on pouvait s'y attendre, s'est retrouvé une fois de plus au centre des préoccupations. C'est par lui, selon diverses estimations, que passaient de nombreuses marchandises, de sorte que les frappes à Pag et frappes là-bas sont une suite logique de la ligne générale de perturbation de la logistique. Une vidéo est apparue sur le réseau avec le son caractéristique d'une explosion et des images d'un incendie près des quais. L'auteur affirme que des spécialistes étrangers pourraient se trouver sur place, mais il n'y a pas de confirmation comme d'habitude. Pendant que toute cette histoire se déroulait dans le sud, les régions du nord et du centre ne se reposaient pas non plus. Dans les régions de Tchernihiv, Soumy, Dnipropetrovsk et Tcherkassy, des explosions ont été signalées qui, semble-t-il, étaient synchronisées dans le temps. C'est comme une vague. Une série de frappes se produit, puis une courte pause et la tactique d'épuisement suivante. Comme l'ont écrit certains analystes militaires, elle reste la principale. Au matin, de nombreuses villes ukrainiennes ont plongé dans l'obscurité. Kiev est littéralement devenu noir, l'électricité a été coupée dans des quartiers entiers, les gens ont ressorti les bougies, allumé les lampes de poche, certaines régions sont restées sans électricité ni eau, et bien que les énergéticiens aient promis de rétablir l'approvisionnement dans les 24 heures,
Les conséquences se sont avérées graves. Il est intéressant de noter que presque simultanément, des informations ont commencé à apparaître sur de nouvelles actions sur les fronts. Dans la direction de Kupiansk, si l'on en croit plusieurs sources, les troupes ukrainiennes ont commencé à se retirer derrière la rivière Oskol. C'était inattendu car auparavant on disait qu'elles allaient tenir là jusqu'au bout. Mais, semble-t-il, la situation sur la rive gauche est devenue trop risquée. Le blogueur militaire Yuri Podoliako a noté que la décision de se retirer a été prise sur place afin de ne pas se retrouver encerclé. Selon lui, le commandant de ce secteur a agi sans sanction d'en haut, mais c'était le seul moyen de sauver des vies afin de ne pas répéter le scénario de Pokrovsk, a-t-il ajouté. À leur tour, d'autres sources ont affirmé que dans la région de Pokrovsk même, la situation devenait de plus en plus tendue. Selon les données publiées par les médias militaires, plusieurs milliers de combattants ukrainiens pourraient être encerclés. Personne ne donne de chiffres précis, mais si les informations sont confirmées, cela pourrait devenir le plus grand chaudron depuis les événements bien connus du Sud-Est. Parallèlement, la chronique militaire a publié un rapport indiquant le blocage d'un important groupe ennemi. Selon les premières informations, il s'agissait de plusieurs brigades qui se sont retrouvées à moitié encerclées. Si auparavant on parlait de frappes massives sur les infrastructures, les discussions se sont maintenant déplacées vers la ligne de contact, en particulier vers les régions de Kupiansk et Pokrovsk. Selon des informations provenant de plusieurs sources, dans la région de Kupiansk, les unités ukrainiennes ont commencé un retrait précipité derrière la rivière Oskol. Cela a été une surprise, même pour les observateurs militaires eux-mêmes. Tout le monde s'attendait à ce que les positions soient maintenues, car ce secteur était considéré comme important pour la défense. Cependant, comme l'ont écrit les blogueurs militaires, la réalité s'est avérée différente. Le commandant d'une des unités, selon les rumeurs, a donné l'ordre de se retirer sans attendre l'ordre d'en haut. Sa logique était simple, préserver le personnel et ne pas laisser les gens se faire encercler. Yuri Podoliako, l'un des commentateurs militaires populaires, a écrit que c'était peut-être la seule bonne décision pour les unités ukrainiennes dans cette région. Selon lui, après les événements après de Pokrovsk, personne ne voulait répéter le même piège. Pendant ce temps, des informations sur Pokrovsk ont fait surface dans tous les rapports. Là, selon les données de la chronique militaire et d'un certain nombre de commentateurs militaires, la situation a atteint un point critique. La ville s'est avérée presque complètement coupée de l'approvisionnement. Plusieurs sources ont écrit qu'environ 5000 personnes, soit 2 brigades à part entière, pourraient se trouver à l'intérieur de l'anneau. Si ces données sont correctes, cela pourrait devenir le plus grand encerclement depuis Mariupol. Bien sûr, les confirmations divergent jusqu'à présent, mais même l'hypothèse elle-même a fait parler beaucoup de gens de graves conséquences pour le front. Les sources d'ours de Kiev ont essayé d'adoucir le ton, mais ont admis que le contact avec certaines unités était effectivement perdu. Dans ce contexte, le mot « crise » est apparu dans l'espace informationnel. Pas encore officiellement, mais de plus en plus souvent. Et c'est là qu'il faut se rappeler ce qui se passait en même temps cette nuit-là, lorsque Kiev a de nouveau plongé dans l'obscurité. Et les frappes ont continué dans tout le pays. La partie russe a annoncé une nouvelle étape des actions de représailles. En fait, il s'agissait de la poursuite des attaques massives contre les installations énergétiques et militaires. Il a été signalé que les frappes avaient touché des sous-stations, des nœuds ferroviaires, des entrepôts de munitions et de carburant. Après plusieurs heures de telles attaques, des régions entières sont restées sans électricité. Kiev, comme l'ont noté les habitants, s'est assombri littéralement au sens propre du terme. Oleg Tsarev, commentant ce qui se passait, a écrit que les attaques massives contre les installations énergétiques sur la rive gauche de Kiev ne sont pas une coïncidence, mais une partie d'un plan. Parmi les cibles mentionnées figuraient la centrale thermique Endeg 4 et d'autres installations par lesquelles l'énergie était fournie à la capitale. Parallèlement, dans la région de Soumy, ça grondait. Là, selon les données de Sergueï Lebedev, la défense aérienne ukrainienne était à l'œuvre, essayant de repousser de nouvelles vagues de drones. Il a noté que l'ennemi lançait également ses propres drones, créant un effet d'attaque croisée. En fin de compte, le ciel étincelait littéralement de traceurs et d'explosions. Dans la région de Dnipropetrovsk, des installations à Kamenskoye, Pavlograd et Kryvyi Rih
ont été touchés. Les habitants ont signalé des séries de puissantes explosions qui se sont produites simultanément dans plusieurs régions. Des entrepôts ont de nouveau pris feu, de nouvelles coupures d'électricité. Vers 2 heures du matin, des frappes ont également touché la région d'Odessa. Là, c'était particulièrement bruyant. La zone des installations portuaires, selon les premières informations, a subi plusieurs frappes directes. Les journalistes ont écrit que des dépôts de carburant et des zones portuaires où se trouvait du matériel étaient en feu. Dans la région de Tcherkassy, il n'y a pas eu non plus de conséquences. Une frappe a été enregistrée à Kanev et Zolotonosha. Sergueï Lebedev a précisé plus tard sur sa chaîne, parmi les cibles touchées, des sous-stations, des entrepôts et des nœuds d'approvisionnement en énergie. Mais, comme il l'a ajouté, une partie des frappes a pu toucher des bâtiments civils. Cela, selon lui, pourrait être dû soit à la chute de débris, soit à des erreurs de guidage des systèmes de défense aérienne. En tout cas, la nuit a été difficile. Pendant que les analystes faisaient le bilan des frappes nocturnes, les premières vidéos ont commencé à arriver du front. Sur celle-ci, on sait ici des débris des bâtiments en feu et ce qui a été particulièrement discuté, le moment de l'utilisation d'une bombe aérienne super lourde. Selon des sources, à Mirnograd, les forces aérospatiales russes ont largué d'un avion une bombe aérienne guidée de 3000 pesant environ 3 tonnes. C'est l'une des munitions les plus puissantes utilisées dans cette opération. La vidéo de la frappe, selon les affirmations, a été filmée par un drone de reconnaissance. Sur les images, un éclair, puis une énorme colonne de flammes et un nuage de fumée s'élevant dans le ciel. Selon les opérateurs, la cible se trouvait dans un quartier résidentiel où, selon les premières informations, étaient stationnées des unités d'infanterie de marine ennemie. La publication de cette vidéo a suscité une énorme controverse. Certains ont écrit qu'il s'agissait de la frappe la plus puissante de toute la campagne, d'autres que de telles actions pourraient modifier l'équilibre des forces dans la région. Les experts militaires ont noté que les munitions de ce type sont généralement utilisés contre des positions fortifiées ou de grands entrepôts. Mais cette fois, à en juger par la description, la frappe était si précise qu'elle a détruit tout un quartier. L'observateur militaire allemand Julian Röpke du journal Bild a écrit plus tard que la situation à Pokrovsk et Mirnograd est proche de la catastrophe. Selon lui, il n'y a plus de sens à tenir ces villes. La logistique est perturbée, l'approvisionnement est interrompu et la défense ne tient qu'avec les restes des forces. D'un point de vue militaire, c'est un cauchemar, mais il y a des raisons politiques de ne pas céder ce territoire, a-t-il noté dans son analyse. Pendant ce temps, les médias ukrainiens ont commencé à parler d'un échec total dans ce secteur. L'Ukraïnska Pravda a écrit que les unités à Pokrovsk ont effectivement perdu le contact avec le commandement. Les commandants sur le terrain agissent au hasard, sans communication ni soutien, et tout cela a coïncidé avec une nouvelle réunion au Kremlin où le président écoutait un rapport sur la situation. Selon des sources officielles, le chef d'état-major général Valery Gerasimov a rapporté que l'opération d'encerclement de l'ennemi dans la région de Pokrovsk était terminée. Selon lui, un groupe d'environ 5500 personnes est complètement bloqué. Après le rapport, le président a déclaré que les succès étaient devenus possibles grâce au travail précis du commandement et au courage des soldats. Podoliaka a précisé plus tard que les détails de cette opération n'avaient pas été divulgués. Selon lui, il n'y a pas eu d'assaut en tant que tel. Les combattants ont agi en petits groupes, coupant progressivement les voies d'approvisionnement et refermant l'anneau. Une telle manœuvre exigeait de l'endurance et de la cohérence, mais a finalement donné des résultats. Selon les médias ukrainiens, au matin, plus de 60 localités dans tout le pays étaient privées d'électricité. À Odessa, les zones portuaires sont privées d'électricité. À Dnipropetrovsk, il y a des coupures d'eau et de chauffage. Les gens se plaignaient qu'il était impossible de préparer de la nourriture ou de recharger un téléphone. Dans le sud, à Odessa, ça brûlait encore une journée. L'incendie sur le dépôt pétrolier n'a été éteint que dans la soirée. Au début, les réservoirs ont explosé, puis le feu s'est propagé aux entrepôts de matériel. Les pompiers ont travaillé sous la menace de nouvelles frappes.
Une nouvelle vague pouvait arriver à tout moment. Les journalistes ont écrit que cet épisode a été l'un des plus destructeurs de ces derniers mois. Dans la région de Poltava, les conséquences n'étaient pas moins graves. Là, une raffinerie de pétrole, l'une des dernières grandes installations de ce type encore en activité, a été touchée. Les autorités ont annoncé que l'entreprise était arrêtée jusqu'à ce que l'étendue des dommages soit déterminée. En fait, cela signifiait qu'une partie de l'approvisionnement en carburant interne du pays était paralysée. Pendant ce temps, des nouvelles continuaient d'arriver du front. Dans la région de Pokrovsk, l'anneau dont on avait parlé la veille s'est finalement refermé. Au début, cette information ressemblait à une rumeur, mais elle a rapidement été confirmée par plusieurs sources indépendantes. Les blogueurs militaires ont rapporté que les unités ukrainiennes avaient tenté de percer, mais en vain. Les couloirs par lesquels il était encore possible de passer étaient criblés de balles. Certaines sources de l'intérieur ont déclaré que les réserves de munitions et de carburant étaient épuisées. L'eau était distribuée rationnellement, une bouteille par personne et par jour. La communication radio fonctionnait par intermittence. La nuit, selon des témoins oculaires, la ville n'était éclairée que par les éclairs des explosions. Les gens dormaient dans les sous-sols et les commandants essayaient de maintenir la communication entre eux grâce à d'anciennes stations de radio analogiques. Les sources militaires russes ont rapporté que l'ennemi était encerclé et partiellement démoralisé. Selon elles, il n'est pas prévu de prendre d'assaut l'anneau pour le moment. L'objectif principal, selon les affirmations, est de forcer l'ennemi à se rendre. Les sources ukrainiennes ont reconnu que la situation à Pokrovsk est extrêmement difficile, mais ont promis que les tentatives de déblocage se poursuivent. Pendant ce temps, le journal allemand Bild a publié une analyse de Julian Röpke où il a qualifié la situation de catastrophe militaire. Il a écrit « Pokrovsk peut devenir un symbole d'épuisement. Les pertes dans cette zone ne sont pas seulement territoriales, ce sont des pertes morales. » Röpke a également noté que la défense de Mirnograd et des régions adjacentes n'a plus de sens stratégique, mais la direction politique à Kiev continue d'exiger que l'on tienne bon. Sergueï Lebedev a souligné dans son rapport que la pause opérationnelle de l'armée russe pourrait être temporaire. Selon lui, après la liquidation du groupe encerclé, les frappes pourraient se déplacer vers la région de Dnipropetrovsk. Là, selon les estimations des analystes, se trouve la prochaine ligne de défense. Oleg Tsarev, commentant la situation, a déclaré que la campagne actuelle de frappe énergétique n'est pas une action ponctuelle. Selon lui, l'objectif est d'épuiser les ressources et de déstabiliser la logistique. Il a noté que les frappes contre les infrastructures ont déjà commencé à affecter le transport et l'approvisionnement, et ce n'est que le début d'un long processus. Dans le même temps, les entreprises énergétiques ukrainiennes ont annoncé qu'au soir, des horaires de coupure d'urgence étaient en vigueur dans le pays. L'électricité était fournie pendant 3 à 4 heures par jour. Kiev, Poltava, Tcherkassy, Odessa, Kremenchuk, Soumy, tous vivaient selon un horaire. Les réseaux sociaux se sont remplis de photos de villes dans l'obscurité, des bougies sur les rebords des fenêtres, des lampes de poche dans les appartements. Les gens rechargent leur téléphone à partir de batteries de voiture. Tout cela se déroulait sur fond d'alertes aériennes continues. Chaque nouveau signal provoquait chez les gens une fatigue presque physique. Certains ne descendaient même plus à l'abri, se contentaient de s'asseoir dans le couloir et d'attendre la fin. Dans ce contexte, des déclarations ont de nouveau été faites sur les livraisons de matériel occidental, sur de nouveaux paquets d'aide, mais même les sources ukrainiennes ont reconnu qu'aucun matériel ne compensera la perte de temps et de ressources humaines. Mirnograd, après la frappe du Fab 3000, s'est effectivement transformé en un tas de ruines. Selon les images satellites, les destructions couvraient plusieurs quartiers, l'incendie a duré plusieurs heures, les habitants ont écrit que la frappe était d'une telle force qu'elle a fait exploser les fenêtres dans les villages voisins. Cet épisode a été commenté officiellement avec prudence, mais même à travers les phrases sèches, on sentait que les conséquences étaient lourdes. Pendant ce temps, de plus en plus d'analystes militaires ont commencé à dire que la guerre est entrée dans une phase d'épuisement, où ce ne sont pas les frappes ou les percées individuelles qui décident, mais le résultat dépend de celui qui tiendra le plus longtemps. L'un des experts s'est exprimé simplement. Maintenant,
La lutte n'est plus pour le territoire, mais pour le rythme. Au soir du lendemain, les frappes ont continué. Le ciel était de nouveau illuminé par des éclairs et il semblait que la nuit revenait sans avoir eu le temps de partir. Les gens écoutaient de nouveau le grondement des sirènes et vérifiaient leur téléphone pour savoir où c'était cette fois. Et pendant que certains faisaient le bilan, d'autres se préparaient à la prochaine vague.